Gérard Benner et je fais rien. Donc, je donne un coup de main à Ambimob. Je suis juste retraité et mon activité professionnelle n'avait strictement rien à voir avec ce dont on discute ici. Vous voulez le savoir, vous me demandez. Donc, nous allons discuter des sous, comme je disais tout à l'heure, des possibilités de financement. Nous avons 4 intervenants, 2 sont ici, M. Mouret, Crédit Agricole, qui débutera, et M. Blondeau pour la société, pardon, Iolis, qui conclura, pour la dernière intervention. Et nous aurons 2 intervenants qui seront à distance, Petit Fidali Diamo Crédit Agricole et Marc Bardinal de l'ADEME. Donc sur les problèmes de financement, on va commencer par le plus simple, M. Mouret. Bon, nous un peu quelle est votre intervention concerne les problèmes de financement de la mobilité durable. Bonjour à tous, vous m'entendez bien, et on n'est pas très nombreux pour le coup. Ce qui est important dans la mobilité durable, c'est d'appréhender un écosystème dans ce véhicule. On est dans l'histoire de l'œuf et de la poule, qui se traduit de la manière suivante. J'ai pas beaucoup de véhicules électriques parce que j'ai pas de borne, j'ai pas de borne, j'ai pas beaucoup de véhicules électriques, j'ai pas de camion de gaz parce que j'ai pas beaucoup de stations de gaz, j'ai pas de véhicules hydrogène parce que j'ai pas de borne d'avitaillement d'hydrogène. Donc c'est une espèce de cercle sans fin sur lequel nous, banques, sommes attentifs, puisque si on sait très bien accompagner nos clients sur de la mobilité, quelle qu'elle soit, thermique, puisque c'est encore les usages d'aujourd'hui, et puis demain, il va évoluer sur d'autres usages. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir aussi les infrastructures et pouvoir financer l'ensemble de ces infrastructures. Je vais vous donner un exemple parce qu'il est assez symptomatique de là où on va en tant que tel, demain ou après-demain, dans la mobilité, et notamment la mobilité en Europe. Je vais prendre un exemple qui est connu de la métropole, qui est connu de la région. C'est un gros programme qui est financé par la région, dans lequel intervient Michelin, Engie, la région ORA, la Banque des Territoires, le Crédit Agricole, et qui s'appelle Zero Emission Valley. Je ne sais pas si ce générique vous parle. Zero Emission Valley, c'est un programme de nature européenne qui vise à implanter sur l'ORA 20 stations hydrogène. Vous voyez, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, alors je suis arrivé à la fin sur le véhicule autonome, on est déjà sur des nouvelles générations de véhicules, donc véhicules hydrogène, qui sont, alors, comme pour les véhicules électriques, véhicules avec des concepts très anciens, mais jamais mis au goût du jour parce qu'on n'avait pas cette problématique de carbone, de neutralité carbone en 2050. Donc, tant qu'on n'avait pas ces contraintes particulières, les technologies existantes, y compris électriques, c'est 1889, les 100 km sur une batterie électrique dans un véhicule. Ça remonte à plus d'un siècle. L'hydrogène, aussi, c'est une technologie extrêmement ancienne, mais qui avait été mise au boisseau parce qu'elle n'avait pas d'intérêt au regard des énergies fossiles existantes. Donc ça, c'est un programme qui résout le problème de l'œuf et de la poule, puisqu'on pose des stations. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à poser des stations, ou en tout cas quand on prévoit de poser les stations, les véhicules arrivent. Et si je repars de l'historique et de la genèse de ce projet en 2017-2018, où on pensait aller sur des véhicules légers, en fin de compte, on ira sur des véhicules lourds à travers ce projet-là, parce que les véhicules lourds sont arrivés les premiers sur le marché. Donc on commence à avoir des bennes ordures, des bus, des cars. On est capable aujourd'hui de financer l'ensemble de ces infrastructures, y compris des cars qu'on pourrait rétrofiter. Vous avez entendu parler du rétrofit, c'est je prends un véhicule thermique, une jolie petite 2 chevaux, pourquoi pas, et puis je lui mets un moteur électrique, et puis elle est rétrofitée. On peut faire exactement la même chose sur des bus et des cars, en hydrogène pour le coup, pas en batterie, parce que ça serait beaucoup trop lourd. Donc il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc la première chose pour nous banquiers, c'est avec l'ensemble des partenaires territoriaux de penser infrastructure et de financer ces infrastructures. Donc là, je vous ai parlé de quelque chose qui est extrêmement
innovant. Alors, clairement, première station hydrogène au Gravenche, c'est premier semestre 2022. Donc, sans dire que c'est demain. Ça sera la première station de cette importance en France, et pas loin de Michelin en l'occurrence. Donc, ces infrastructures. D'autres exemples vous montrent qu'effectivement, il faut passer par ces sujets-là. On parle de la mobilité purement électrique. Donc, même si l'hydrogène, c'est un moteur électrique, alimenté par une pile à combustible, mais c'est un moteur électrique. Il y a l'autre électrique plus classique, qui est l'électrique batterie. On a besoin pour ces véhicules de bornes de recharge. On va évacuer toute la partie des bornes de recharge pour les privés, qui seront financées peut-être par la banque. C'est pas toujours très cher et une partie sera prise en charge par l'État à travers des aides particulières. Mais je pense à l'ensemble des hubs de rechargement qu'on pourra trouver demain ou après-demain sur les stations. Il y en existe déjà à travers une marque que je vais citer qui s'appelle Tesla. Dans certaines bornes, stations autoroutières, vous avez effectivement 10-15 bornes alignées pour les véhicules Tesla, mais qui sont réservées aux Tesla. C'est ça, le rechargement. Ça coûte de l'argent, il y a beaucoup de raccordements. Aujourd'hui, on est sollicité par des clients qui sont des clients sur des stations routières, à la fois pour mettre ce type d'installation, mais également aussi pour mettre de l'installation gaz et des stations gaz. Donc, c'est ça, aujourd'hui, qu'il faut qu'on accompagne. C'est l'ensemble des infrastructures pour permettre la mobilité verte. Sinon, on n'a rien au sujet du début de l'œuf et de la poule. Ensuite, les autres contraintes qui sont importantes pour nous, enfin plutôt les autres éléments qui sont importants pour nous, ce sont les contraintes réglementaires qui s'imposent à tous. Et elles sont de différentes natures. Et nous, banquiers, nous devons, à minima, porter ce niveau d'information auprès de nos clients, qu'ils soient, et notamment le monde des professionnels, afin qu'ils anticipent au maximum ces contraintes qui, il ne faut pas se leurrer, se durciront au fur et à mesure qu'on prendra du retard dans le cadre des plans, notamment du plan à 2050 de la neutralité carbone. On est dedans. À chaque fois qu'on a du retard dans le cadre du plan pluriannuel de l'énergie qui est établi par l'État, il y a une dernière version qui vient de sortir en 2021. À chaque retard, on se prend des contraintes réglementaires supplémentaires sur tous les sujets. La mobilité, c'est la même chose. Donc, à nous de sensibiliser nos clients pour anticiper ces mouvements, d'autant qu'il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, c'est l'environnement RSE des entreprises, avec notamment l'aspect sociétal, donc comment je perçois l'entreprise, moi client. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, des grands donneurs d'ordre, alors je pense à un, il n'est pas dans la région comme ça, il y a un magasin dans la région. C'est quelqu'un qui travaille dans le Nord, et dans le Grand Nord, et qui fait du meuble. Ces gens-là, aujourd'hui, dans leur cahier des charges, prescrivent au niveau de leurs fournisseurs des contraintes drastiques pour faire le dernier kilomètre de livraison. Des contraintes si drastiques que si... alors aujourd'hui, on n'est pas trop contraint par les vignettes critères à Clermont, mais peut-être que demain ça arrivera, mais qui conduit à avoir des vignettes critères de type 1, alors la verte électrique ou hydrogène, critère 1, voire de critère 2. Et la 3, on n'en parle plus. Et la 2, pas trop. Donc il y a des contraintes également qui s'imposent aujourd'hui à nos clients vis-à-vis de leurs propres clients. Donc il y a vraiment tout un écosystème qui fait qu'aujourd'hui, il y a un mouvement extrêmement rapide qui est en train de se prendre. Je ne sais pas si on se souvient de l'avant-Covid, il n'y a pas si longtemps. On parlait peu ou pas des véhicules hybrides électriques. On en avait peu qui sortaient. Aujourd'hui, je crois qu'on a 200 ou 300 modèles. Alors, vous pourriez certainement me le dire plus que moi. Mais 200 à 300 modèles de véhicules hybrides électriques, hybrides rechargeables, versus Covid, où on n'en parlait quasiment pas. Donc il y a eu une accélération très forte parce qu'il y a aussi des contraintes réglementaires qui s'imposent, notamment aux constructeurs, et une qui est européenne, qui prévoit la disparition des véhicules thermiques à l'horizon 2035. À l'échelle d'un groupe industriel automobile, 2035, c'est quasiment demain. Voilà. Donc c'est dans tout cet environnement-là que nous, on agit. Et notre but à nous, c'est de permettre à l'ensemble de nos clients d'anticiper, quels qu'ils soient, d'anticiper tous ces grands phénomènes de fond qui vont modifier fondamentalement la mobilité de demain, que ce soit de l'intérieur urbain, que ce soit de l'urbain.
Et comme on parle de transition énergétique, c'est très lié à l'écologie. Juste peut-être une remarque par rapport à ce qui a été dit précédemment. Même si effectivement le retour sur investissement est très difficile sur un véhicule électrique en ville, c'est quand même en ville qu'il y a le plus de pollution, donc c'est en ville aussi où vont se créer ces fameux ZFE qui vont s'imposer à l'ensemble des métropoles de plus de 150 000 habitants d'ici 2025. Ça concerne aujourd'hui 3 millions de véhicules en France. C'est énorme. Clermont est concerné bien évidemment par ces réglementations, commence à regarder ces sujets-là. Et là aussi, on va avoir un mouvement de fond extrêmement important. Et là, quand bien même c'est moins rentable, si on veut continuer de circuler en ville, les uns les autres, il faudra qu'on ait des vignettes critères vertes ou et là c'est la métropole qui décidera des critères acceptés ou des types de véhicules acceptés dans la métropole. J'ai été un peu long. Non, parfait. Juste 10 minutes prévues. Maintenant, c'est votre collègue Clotilde Fidani qui peut-être m'entend, qui devrait intervenir oralement avec, je ne sais pas si elle a un support visuel. Alors oui, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous entends parfaitement. C'est tout bon pour vous? Oui, très bien. Très bien, parfait. je vous entends aussi. Je peux démarrer. Alors, je ne sais plus quel est le temps qui m'est alloué. Je ne veux pas déborder non plus. 10 minutes. Parfait. Je ne serai pas non plus... Ok. Alors, on va voir, hein, je vais peut-être prendre moins de temps. Je vais aller exactement faire le lien par rapport à ce que vient de dire Patrice Mouret et de dire que nous, en tant que filiale de Crédit Agricole SA, donc en charge des caisses régionales sur la partie financement, donc en crédit bail et LOA, bien sûr, nous sommes là également pour accompagner ces modifications économiques, bien entendu, et ces modifications de consommation. Et sur la partie qui nous intéresse, on va se concentrer en effet sur tout ce qui va être mobilité, donc tout ce qui va être lié à la mobilité verte. Et oui, le marché, depuis quelques années, s'étend fortement donc sur le marché des particuliers et bien évidemment sur le marché des professionnels en ce qui concerne l'offre de véhicules moins polluants. Alors, comme le disait Patrice Mouret, on va retrouver dedans tout ce qui va utiliser l'électrique, l'hydrogène et le gaz. Et tous ces éléments-là, nous sommes à même d'accompagner nos clients, en tous les cas utilisateurs, sur des financements sous mode crédit bail et LOA. Alors, je rappelle qu'il y a quelques années en arrière, c'est pas si loin que ça, on avait une approche assez prudentielle sur justement le financement de ces nouveaux véhicules, qui utilisent des batteries, et en particulier sur le marché d'évolution et de revente de ces batteries. Aujourd'hui, on arrive sur un marché qui commence, qu'on appréhende pas tout à fait de façon mature, mais qu'on appréhende avec un aspect très positif, je dirais, sur l'avenir. Et donc, on est à même d'accompagner nos clients sur des solutions de financement en crédit bail ou en LOA qui vont se rapprocher des valeurs d'usage. Alors, je m'explique. Ayant maintenant une visibilité beaucoup plus importante sur le marché de la revente de ces véhicules-là, on s'est fortement adapté. Et au même titre qu'il y a quelques années encore, on accompagnait des financements sur des véhicules beaucoup plus polluants qui utilisaient le diesel. On est capable de faire des offres de financement en LOA assorties d'options d'achat largement supérieures à 1%, bref, de se rapprocher beaucoup plus de la valeur d'usage, ce qu'attendent nos clients utilisateurs, qu'ils soient professionnels, particuliers. Et là, on s'intéressera plus à du professionnel. En gros, la leçon qu'on doit tirer, c'est oui, les normes évoluent. Oui, les mentalités également évoluent quant à ce type de consommation. Bref, le questionnement qu'on se porte quant à l'énergie qu'on utilise concernant la pollution. Donc, on sait que de par les normes, on va être obligé de s'équiper de plus en plus. Donc, nos clients professionnels viennent vers nous pour ces raisons-là. Mais ils viennent également vers nous pour répondre aux nouvelles normes et profiter au passage des aides qui sont actuellement octroyées par l'État au travers de bonus écologiques, au travers de subventions. Quoi vous dire de plus? Donc là, on était sur le véhicule de tourisme.
Sur les véhicules industriels, on finance également de plus en plus de véhicules industriels qui utilisent le gaz. Pour ma part, j'avais déjà rencontré ça il y a une dizaine d'années. On a ouvert fortement le marché, on accompagne même également au travers de l'installation de bornes de recharge, donc auprès de gros clients transporteurs. Pour faire le lien sur ce que disait Patrice Mouret, oui, dans la plupart des appels d'offres, à aujourd'hui, les gros transporteurs doivent répondre à des normes, en particulier lorsqu'ils livrent des magasins en centre-ville, des normes de pollution et de bruit. Bref, ils ont besoin qu'on les accompagne sur ces fameux véhicules qui utilisent le gaz. Je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions à ce niveau-là, ou si j'ai été claire. Oui, en ce qui concerne le véhicule lourd, les intervenants divers, vous y compris, parlaient que du gaz. N'anticipez pas des évolutions dans ce domaine et à quelle échéance? Alors, électrique, hydrogène. Alors oui, on anticipe sur la partie hydrogène et électrique, mais j'avoue que pour le moment, c'est surtout le gaz sur lesquels nous avons des demandes fortes. Pour le moment, il n'empêche que l'hydrogène est en train d'émerger. Je ne vais pas vous dire le contraire. Pour l'instant, on est plus axé sur le gaz, en l'occurrence sur les demandes que nous en avons aujourd'hui, ce que je peux vous dire sur le marché qu'on rencontre. Sinon, oui, le marché des véhicules de tourisme électrique de type Tesla, comme le disait Patrice Mouret précédemment, c'est des choses qui explosent complètement. On a la plupart des véhicules qu'on finance aujourd'hui, des véhicules hybrides, voire complètement électriques. Alors pour les raisons que j'ai édictées précédemment, on arrive sur des marchés qui sont largement plus appréhendés, sur lesquels on peut octroyer des offres qui sont différentes de celles qu'on pratiquait encore pas plus loin qu'il y a 3 ans en arrière. On accepte sans aucun problème d'accompagner sur un financement plus adéquat avec ce qu'attend le client, c'est-à-dire se rapprochant des valeurs d'usage et avec des options d'achat beaucoup plus importantes que par le passé, puisqu'on appréhende beaucoup mieux les marchés d'occasion. Et puis, bien évidemment, et c'est ce que je disais également, que l'intégration du bonus écologique, bref, des subventions qui sont données par l'État, des éléments non négligeables en ce qui concerne l'accompagnement d'équipements de nos clients sur ces marchés-là. Un point également important que je souhaitais souligner aujourd'hui, au-delà de la mobilité verte, et pour étendre vraiment notre approche Crédit Agricole sur tout ce qui est changement de consommation et accompagnement dans la transition écologique, nous sommes également capables aujourd'hui d'apporter une réponse en crédit bail matériel pour le financement de projets d'installation de panneaux photovoltaïques. Je dis bien de panneaux photovoltaïques installés en surimposition sur les toitures des entrepôts professionnels. On est vraiment là dans un but d'accompagner des exploitations qui ont recours à ces panneaux photovoltaïques pour générer de l'énergie dans le cadre de leurs activités professionnelles. Et on est d'autant plus là que quand je parlais de nouvelles normes, dès aujourd'hui, un entrepôt professionnel de plus de 1000 mètres carrés se doit d'installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Demain, à partir de 500 mètres carrés, cette norme sera étendue. Donc c'est quelque chose qu'on est déjà capable d'appréhender sur un financement en crédit bail matériel. Donc 2 choses à retenir pour moi dans la démarche d'accompagnement que nous avons, c'est que nous sommes bien entendu complètement trouver le bon terme, mais mettons en avant forcément ces offres de transition écologique parce que c'est dans notre ADN du Crédit Agricole. Nous souhaitons les accompagner fortement. Pour ce faire, nous mettons à jour au fur et à mesure nos connaissances sur les évolutions à la fois des marchés en termes technologiques, mais également en termes juridiques. Nos offres de financement s'adaptent au fur et à mesure. Hier, ces fameux panneaux photovoltaïques, ces fameux véhicules de tourisme électrique, nous les appréhendions de façon différemment. À aujourd'hui, ils font partie intégrante de notre gamme et pour aller plus loin, ils sont même mis en tête de gondole par rapport à ce qu'on peut faire. Bref, nous souhaitons fortement accompagner cette transition écologique et être au plus proche de nos clients sur les territoires pour adapter
notre offre, de par le fait qu'on y croit et qu'on souhaite y participer, par le fait également qu'on souhaite accompagner sur les nouvelles normes que nos clients professionnels se doivent d'appliquer dans le cadre de leurs activités. Merci beaucoup. Il y a peut-être une ou deux questions tout de suite. Et non, d'autres questions qui arrivent. Monsieur Bardinal, êtes-vous parmi nous? Enfin, parmi nous. Oui, tout à fait. Que vous me voyez. Ah, en plus, on vous voit, oui, tout à fait. Parfait. Donc bonjour à tous, je m'excuse de ne pas être avec vous. Donc voilà, j'ai 10 minutes pour vous présenter un petit peu les différents accompagnements de l'ADEME, c'est ça, hein, de mémoire. Exactement. Est-ce que j'ai la présentation ou Exactement. pas? Ou je me lance en... Non, mais vous voulez que je la lance ou vous l'avez vers vous, monsieur Bardinal? Si vous voulez lancer, j'avais pas prévu de la... Par contre, il faudra me dire pour changer les diapos. Ouais, je vous préciserai, sachant qu'effectivement, dans ma présentation qui est assez longue, mais j'ai essayé de la rendre la plus complète possible, notamment avec des liens pour que vous ayez chercher l'information, parce que je crois qu'elle va vous être diffusée. Donc, je vais aller assez rapidement sur différentes slides. Ouais. Donc, si vous pouvez l'envoyer. En un petit instant, ou peut-être monsieur Bonnet, Ouais. vous pouvez passer les diapos. Visuellement, ça sera peut-être plus simple parce que je ne suis pas dans... Je ne saurais pas le faire. Je n'ai pas réussi à. Donc, c'est avec mon ordinateur. Bon. Ah, oui. Alors, Sinon, je peux commencer quand même par rapport aux enjeux, effectivement, le poids de la transition énergétique en matière de mobilité. Je pense que ça, c'est important de toujours se rappeler pourquoi on fait les choses. Mais il y a la transition énergétique, mais il y a aussi et surtout la transition écologique. Ça, c'est un point important. Donc, ça a été déjà évoqué en début d'après-midi. Le secteur des transports et de la mobilité, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre au niveau régional avec 34%. Au niveau de la consommation énergétique, alors là, j'ai pris que le chiffre, la répartition entre mobilité des personnes et transport de marchandises. On est à 42% pour le transport de marchandises et à 58% pour le transport de la mobilité. Donc, un enjeu sur le transport de marchandises qui n'est pas négligeable sur tout ce qui est fret. Et puis, par rapport aux autres secteurs d'activité, où je dis toujours que la mobilité, c'est le secteur le plus difficile à appréhender, c'est qu'on est, on est dans une logique où on est très, très dépendant des énergies fossiles. À 92%, on peut se chauffer avec des énergies renouvelables comme le bois. On ne pourra jamais se déplacer avec du bois. Donc ça, c'est un enjeu important de décarboner le mix énergétique. Et puis revenir sur l'enjeu qui a été également évoqué, l'enjeu de la qualité de l'air. Je pense que vous avez tous en tête le chiffre de nombre de morts de la crise sanitaire. On doit être à 117 000 au niveau national. Pour la qualité de l'air, on est à 40 000 morts prématurées par an et depuis plusieurs décennies. Pour vous mettre en parallèle un peu les différents chiffres. Donc ça, c'est un point assez important. Merci de la présentation. Donc j'étais sur la slide. vous avez juste cliqué sur la flèche. Ouais. Sarah, tu peux commencer par celle-ci? Oui. Allez-y. Ouais, et donc, et en matière de qualité de l'air, c'est surtout les NOx qui ont un impact. Et le transport et la mobilité, c'est à l'origine de 62% des émissions. Voilà, c'est cet enjeu-là. Pour répondre à cette question de comment réduire les impacts environnementaux de la transport et de la mobilité, l'équation est complexe. Et je crois qu'il faut clairement avouer qu'on ne trouvera jamais mieux qu'une voiture thermique pour se déplacer, ou un camion diesel pour déplacer les choses. Donc, il va y avoir des contraintes fortes et importantes avec la logique éviter de déplacer, éviter d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la planète déjà pour réduire l'empreinte du transport. Améliorer, on est plutôt dans une logique d'efficacité. Je reviendrai un peu sur la slide d'après par rapport à ça. Et on est évolué sur le mix énergétique. Donc, par rapport à ce que je venais de dire plus tôt, le décarboner, ça c'est vraiment important. Et notamment par rapport à ma conclusion sur le GNV et sur l'hydrogène, ça c'est un point également qui est crucial dans l'évolution du mix énergétique des transports. Et donc, par rapport aux outils qu'on peut vous proposer, qu'on vous propose avec la filière notamment, donc vous pouvez passer à la slide suivante. Et là, je vais me focaliser sur l'enjeu de l'efficacité énergétique.
Donc, c'est la charte CO2 qui est proposée à toutes les entreprises du transport, de la logistique, du transport de personnes aussi, comme vous voyez avec les deux logos. Et je pense que quand vous prenez votre voiture, vous êtes souvent derrière un camion ou un car et vous voyez certains véhicules qui ont ce logo. Donc, ça, c'est des entreprises qui se sont engagées à réduire leurs émissions de CO2 en travaillant sur différents axes. Donc, ils se sont engagés pour 3 ans pour réduire leurs émissions de CO2 et donc leur litre par kilomètre parcouru. Ça, c'est l'indicateur et qui est suivi. Et donc, voilà, ça, c'est suivi. Et pour avoir ils peuvent s'engager dans la charte et ils peuvent avoir le label d'atteindre leurs objectifs. Donc, voilà. Et ils travaillent sur les 4 volets en matière d'efficacité. Donc, ils travaillent sur le véhicule, d'avoir les véhicules les plus performants. D'avoir le carburant également qui est le plus performant également. Le conducteur, c'est tout ce qui est formation à l'éco-conduite. Et l'organisation, par exemple, c'est éviter les transports à vide, optimiser les tournées, ce genre de choses. Et puis en Auvergne, il y a 53 entreprises qui sont engagées dans la démarche. Et à l'heure actuelle, il y a 9 entreprises qui sont actuellement labellisées. Voilà un petit peu cette logique-là. Donc vraiment, on est vraiment comment réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation énergétique au sein d'une entreprise de transport de logistique, sachant que l'idée c'est que les collectivités, notamment dans leurs appels d'offres, parce qu'il y a différentes déclinaisons de cet objectif CO2, comment on peut intégrer ce critère pour favoriser ces entreprises qui font l'effort de s'engager dans cette réduction. Voilà un petit peu cette logique-là, donc un outil dans toutes les entreprises du transport et de la logistique peuvent s'engager. Le slide suivante. Oui. Désolé, je ne suis pas arrivé, donc on va revenir. Il n'y a pas de souci. Non. Okay. Non, ça marche pas. Oui, donc les premières sources d'informations en matière de financement, c'est notre plateforme Agir pour la transition. Donc là, voilà, c'est les liens dont je vous parlais. Si vous voulez avoir des informations, alors là, j'ai fait le fil pour la cible entreprise sur les sujets de la mobilité et du transport et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'arrive à 8 dispositifs. Donc il y a de la recherche et développement. Donc c'est un appel à commun, résilience des territoires, donc avec un focus mobilité. Donc ça, c'est des choses où un appel à commun. Alors c'est pas un appel à projet, c'est pas un appel à manifestation d'intérêt. C'est comment les gens travaillent ensemble et mettent en toutes leurs connaissances. Voilà un petit peu cette logique-là. Et il y a un focus sur les indicateurs de mobilité, notamment. Il y a 2 ou 3 projets. Et je crois de mémoire, il y a un projet sur la logistique urbaine également. Après, on est plutôt vraiment sur des gros projets sur les investissements d'avenir pour accompagner la décarbonation ferroviaire, pour développer les carburants aéronautiques et puis pour travailler sur les briques technologiques sur l'hydrogène, pour la filière hydrogène. Voilà, donc ça, on est sur des gros appels à projets nationaux avec des projets en consortium, avec de la RDI et sur des projets à plusieurs millions d'euros. Après, plutôt au niveau régional, donc il y a le guichet unique pour les PME et l'éco-innovation avec un volet transport mobile. Donc, on travaille avec le conseil régional sur le dispositif ouvert, voilà, pour accompagner un petit peu les entreprises qui veulent se développer ce genre de solutions technologiques. Là, l'appel à projet n'est pas encore ouvert, mais c'est un appel à projet qu'on renouvelle régulièrement, c'est Auratrans, pour financer des études et des expérimentations pour les entreprises du transport et de la mobilité. Donc en général, on retient 5 dossiers par an et cette année notamment, il y a du rétrofitage, donc ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Donc c'est comment passer d'un bus diesel classique à un bus GNV là. Donc c'est pas de l'hydrogène, c'est du GNV. Voilà ce genre de projet qu'on peut aider. Donc toutes les entreprises qui travaillent sur la technologie des transports peuvent postuler, sachant que pour 2022, l'appel à projet va s'ouvrir dans quelques semaines pour une clôture au mois de janvier. Je vous ai mis tremplin pour la transition écologique et je l'ai barré. Alors c'est pas un oubli, c'est parce que c'est dans le cadre du plan de relance, on a accompagné pas mal de PME sur ces sujets-là. Donc, c'était vraiment des projets d'investissement et la question de la mobilité est revenue assez fort puisque c'est le 5e dispositif qui a le mieux marché et on a financé sur Auvergne-Rhône-Alpes 200 vélos cargo. Donc, ça, c'est un point important. Mais par contre, ça n'a pas cessé depuis le 30 juin puisque l'enveloppe de 30 millions d'euros au niveau national a été consommée. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes représentait 20% de ces 30 millions. Il y a un chiffre un peu supérieur à la moyenne, à la référence régionale qu'on a en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 13% du PIB national. Donc voilà, une belle réussite du dispositif tremplin pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, là où je voulais insister, c'est avant de réfléchir à quel véhicule acheter
sur l'électrique, sur du GNV ou sur de l'hydrogène. L'objectif, c'est vraiment de diagnostiquer et pour optimiser les flottes de véhicules des entreprises. Donc là, on a un dispositif assez classique qui est réservé par rapport aux zones en contentieux sur la qualité de l'air. Je vais y revenir tout de suite après. Et là, c'est la priorité des priorités parce qu'on s'aperçoit dans les flottes de véhicules qu'il y a quand même beaucoup de véhicules qui font 2-3 000 km par an. Et donc, l'intérêt d'avoir un véhicule se pose. Et donc, c'est aider les entreprises à réfléchir à comment optimiser cette flotte de véhicules pour que les véhicules soient le plus rentablement possible. Donc, vous pouvez déposer des dossiers dans ce cadre-là si votre entreprise est située sur une zone en contentieux R. Voilà un petit peu cette logique-là. Diapositive suivant. Par rapport à ça, ben voilà, ça c'est vraiment le cœur du dispositif que je vais vous présenter, c'est les air véhicules des collectivités qu'on a mis en place avec 3 métropoles sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble, Alpes Métropole, Lyon, le Grand Lyon et Saint-Étienne Métropole. Puisque je vous parlais des zones en contentieux qualité de l'air, donc effectivement, il faut savoir que l'État français est en contentieux sur la qualité de l'air sur plusieurs zones. En Auvergne-Rhône-Alpes, on est sur 6 zones. Donc, avec les 3 que je vous ai cités, il y a clairement Auvergne Métropole, il y a la vallée de l'Arve et il y a Valence. Et on a des enveloppes de 2 millions d'euros pour les collectivités qui étaient en contentieux sur les NOx, donc Grenoble, Lyon, Valence et Saint-Étienne. Et puis, on a 3 millions d'euros pour Lyon, Grenoble et la vallée de l'Arve sur NOx et particules. Voilà un petit peu cette logique-là, sachant que vous avez peut-être suivi l'actualité au mois de juillet où le Conseil d'État a mis une astreinte à l'État français de verser 10 millions d'euros à différents acteurs pour améliorer la qualité de l'air sur ces territoires. Et donc, on attend une enveloppe supplémentaire pour accompagner notamment Lyon et Grenoble sur cette question-là. Et l'idée qu'ont eu ces collectivités, c'est de mettre en place des fonds air véhicules pour aider les entreprises à changer et à convertir leur flotte. Donc, on est vraiment dans la logique de renouveler le parc de véhicules et faire en sorte que les vieux véhicules sortent de la circulation. Ça, c'est vraiment l'objectif prioritaire. Et en général, c'est le cas dans les 3 collectivités que je vous ai citées. C'est en parallèle à la mise en place du ZFE. Et même, ça a anticipé pour Saint-Étienne Métropole la mise en place de la ZFE. Et pour Lyon et Grenoble, c'est en parallèle. Voilà un petit peu cette logique-là. Alors là, c'est là où je vais passer pas mal de slides parce que ça va vous présenter un peu la logique de ce fonds. Si vous pouvez avancer. Donc voilà, alors les entreprises bénéficiaires, c'est toutes les TPE et PME ayant eu tout ou partie de leur activité sur le territoire de la zone en contentieux. C'est toutes les associations également et c'est les collectivités, donc notamment les communes qui ont des flottes de véhicules qui peuvent faire à ces fonds air véhicules. Et effectivement, comme il a été évoqué plus tard sur la slide suivante, on s'appuie sur les vignettes critères. Donc, tous ces vieux véhicules ne seront plus acceptés dans ces zones à faible émission. Les vignettes, les non classées, les vignettes 5, 4 et 3. Seuls seront autorisés, slide suivante, les véhicules électriques à batterie à hydrogène et les véhicules GNV et bio-GNV et tout ce qui est vélo cargo. On accepte aussi les véhicules rétrofités et avec une logique de borne de recharge aussi, par rapport à l'évocation de la poule et d'œuf. Là, je vais pas les chercher, mais il faut savoir que c'est pas toujours facile d'aller chercher des entreprises pour les aider à convertir leur flotte. Donc, on conditionne la mise en place de son véhicule à une animation. Donc, avec des partenaires, la CCI est intervenue tout à l'heure, mais je vous présenterai un petit peu nos différents partenariats et les collectivités mettent en place des partenariats avec des structures pour aller chercher ces entreprises, à les aider à convertir leur flotte. Voilà un petit peu cette logique-là de cette slide. Ce qui est important, c'est qu'on n'arrive pas à distribuer nos aides s'il n'y a pas cette logique de communication et d'animation de ces fonds. Et on a le parallèle sur les fonds Airbois, où l'objectif, c'est de convertir les cheminées ouvertes, les foyers ouverts, avec des installations de chauffage au bois plus performantes. Mais il faut aller chercher les foyers, et dans le cadre des fonds de conversion de véhicules, il faut aller chercher les entreprises. On peut enchaîner. Donc là, c'est là où je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que vous avez par type d'entreprise, vous avez des plafonds d'aide à respecter, sachant que notre aide intervient sur le surcoût du véhicule. Voilà, ça c'est l'information à retenir. Et par type de véhicule, vous avez des aides, des taux d'aide au niveau du surcoût qui sont différents.
Voilà un petit peu cette logique-là. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, là, les 3 collectivités qui se sont déjà engagées, le Grand Lyon, Grenoble, Alme Métropole, Saint-Étienne Métropole, si les liens marchent, vous pouvez accéder un petit peu à leurs propositions, sachant que voilà un petit peu la logique globale, c'est que c'est des collectivités qui sont en contentieux qualité de l'air, donc forcément des territoires avec plus densément peuplés, les métropoles, sachant qu'on est sur des périmètres plans de protection de l'atmosphère, donc qui sont beaucoup plus larges que Grand Lyon, Grenoble, Alme Métropole et Saint-Étienne Métropole, mais les petites collectivités autour de ces grandes métropoles n'ont pas forcément les moyens de mettre en place un fonds de conversion de véhicules. Donc voilà, avec l'inconvénient effectivement pour les entreprises qui sont en dehors de ces périmètres, de ces grandes métropoles, comment accéder à l'intérieur de ces métropoles pour leur activité courante et notamment dans le cadre de l'instauration d'une ZFE. Après, on a notre dispositif qui rejoint complètement la logique sur la poule et de l'œuf. C'est GN volontaire qu'on a porté avec la région. C'est pour financer en fait, des stations, pour soutenir le développement des stations GN volontaires, GNV je veux dire, mais en finançant des véhicules GNV. Donc là, on est sur cette logique-là. Donc ça fait depuis 2017 qu'on a lancé ce dispositif. La première phase s'est terminée en 2020 et on l'a relancé jusqu'en 2023. Voilà, on a différentes stations et on peut directement passer à la slide suivante où vous voyez la répartition et le maillage des différentes stations qu'on a aidées depuis maintenant 4 ans avec la région pour développer le GNV. Sachant que la logique de la période 2020-2023, c'est de se rapprocher des méthaniseurs et la philosophie de tout aide à la mobilité au transport, c'est quand même de verdir les vecteurs énergétiques, que ça soit pour le GNV où effectivement le GNV, c'est que du gaz, c'est du méthane assez classique, gaz de réseau. Et s'il n'y a pas les unités de méthanisation pour produire du bio-GNV, ça sert à rien, grosso modo. C'est un petit peu ça cette logique-là. Donc voilà un sous-maillage qui continue et voilà sur l'appel à projet GN volontaire avec la région répartie les stations et par exemple aujourd'hui on a fait passer tous les 8 entreprises qui ont investi dans des camions GNV sur la station de Montbrison-Loire-Forêt. Voilà, c'est un dossier en cours. Sur Clermont-Auvergne Métropole, la station aussi est en construction et va être inaugurée prochainement. Voilà ce maillage qui se développe de plus en plus sur l'aspect GNV. Et donc, on accompagne les porteurs de projets donc, qui regroupent des collectivités et surtout des entreprises qui sont capables d'investir et de renouveler leur flotte en matière de véhicules. C'est pareil pour la slide suivante. Donc là, c'est la présentation des aides. On est sur par véhicule. Donc, vous pourrez rentrer dans le détail en fait, des différentes aides. Et si vous êtes intéressé, vous rapprochez par rapport à des stations qui sont en projet. Voilà, un petit peu cette logique-là. Et dernièrement, la semaine dernière, il y a une infographie qui est ressortie pour faire le bilan et se projeter à l'horizon 2024 par rapport aux dernières périodes. Donc voilà, en 2021, on a 12 stations qui ont été financées, on a 150 véhicules aidés pour développer cette filière GNV sur la région. Et je terminerai par l'hydrogène. Voilà, effectivement, le projet ZEV a été évoqué. Donc le projet ZEV a été déposé aussi dans le cadre d'un appel à projet national sur les écosystèmes territoriaux à hydrogène et l'ADEME accompagne à hauteur de 15 millions d'euros le projet. Une nouvelle phase de cet appel à projet s'est clôturée le 14 septembre et des dossiers sont en cours d'instruction, donc je ne pourrais pas vous en dire plus à l'heure actuelle. Sachant que je insiste là-dessus, que ce soit le GNV ou l'hydrogène, ça ne sert à rien s'ils ne sont pas verts. Et donc là, pour l'hydrogène, il y a quand même l'enjeu de développer le parc éolien et le parc solaire pour produire de l'électricité qui permettra de fabriquer de l'hydrogène vert. Ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Voilà, slide suivante. Et pour diffuser tout ça, on s'appuie sur les collectivités, j'ai cité les 3 principales qui avaient mis en place des fonds air véhicules. Et après, comme ça a été évoqué en début d'après-midi, on a des partenariats avec la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers de l'artisanat
Et on fait des études avec ces chambres consulaires. Là, par exemple, sur la Chambre régionale des métiers de l'artisanat, en début d'année, on a sorti une étude. La Chambre régionale des métiers de l'artisanat a fait une étude sur la mobilité des artisans du bâtiment. Et vous avez les différents chiffres qui sont ressortis de cette étude. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a également des témoignages d'entreprises qui sont passés à d'autres vecteurs énergétiques. Je pense notamment au témoignage de la fromagerie Nives, bien connue des Clermontois, où il a été le chef d'entreprise, là, le fromager a décidé de convertir sa flotte de véhicules à l'électricité, même pour aller chercher des fromages en les territoires ruraux. Donc, comme quoi tout est possible, notamment par rapport à cette logique d'électricité en milieu rural. Donc, vous pouvez accéder aussi à ces vidéos. Voilà un petit peu. Et sinon, vos contacts sur ces thématiques, donc management de la mobilité, vous pouvez contacter Mathias Coppi, Anne-Sophie Ban sur les technologies des transports qui pilote Oratrans, l'hydrogène et le GNV. Et sur la qualité de l'air, notamment la mise en place des ZFE, c'est Elsa Thomasson qui suit. Voilà. Ça a été un peu riche, un peu rapide, mais je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Merci, monsieur Bardinal. Si j'ai bien compris, enfin, si mes informations sont bonnes, la station hydrogène des Gravenges, elle sera alimentée, elle est d'ailleurs, en électricité propre. Tout à fait. De mémoire aussi, effectivement, j'ai cette logique-là avec des centrales photovoltaïques pas loin. Ouais. Ça semble bien. Des questions? Pas de questions, monsieur Bardinal, autre. Si c'est le cas, je vais passer la parole à monsieur Blondeau du groupe Yolise, qui est le dernier intervenant sur ces questions de financement. Merci, bonjour à tous. Alors, Yolise s'est construit il y a maintenant 4 ans, 5 ans, partant du postulat que les PME, les TPE, les associations, toutes ces entreprises qui, à un moment ou à un autre, pour leur mobilité, ont besoin d'un véhicule, voire d'une quinzaine, une trentaine de véhicules, étaient un peu démunis lorsqu'ils avaient justement à se pencher sur leurs questions de mobilité. Donc, partant de ce postulat et s'apercevant que les grosses structures, en règle générale, sont beaucoup mieux suivies, ont des équipes pour pouvoir gérer leur plan de mobilité, Yolise a décidé de créer sur l'ensemble du territoire un réseau de proximité avec des personnes qui sont en charge d'aller rencontrer les chefs d'entreprise, que ce soit un médecin, une infirmière, une association ou une entreprise qui, quelquefois, a une quinzaine, une vingtaine, encore une fois, jusqu'à peu près une centaine, 100 à 150 véhicules. Cette proximité, elle nous permet surtout d'aller en contact direct avec le chef d'entreprise et de discuter avec lui ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire à un moment donné d'un audit de la flotte, parce que, après tout, le premier sujet, si on a envie d'étudier la mobilité, c'est de faire un audit de l'existant. Audit de l'existant, mais aussi plan un peu de mobilité sur le futur. Parce qu'on a vécu l'année et demie qu'on vient de vivre dans une situation particulière, nous a un peu provoqué à utiliser d'autres moyens de communication que l'utilisation de la voiture, en l'occurrence. Et donc, on s'est aperçu que dans un certain nombre de cas, ces relations à distance pouvaient générer également du chiffre d'affaires sans pour autant nécessiter une mobilité sur laquelle le carburant de tout type pouvait être utilisé. Donc, notre rôle à nous sur le terrain, c'est d'aller justement en proximité rencontrer les chefs d'entreprise et vraiment faire cette étude d'audit, les sensibiliser sur le fait qu'aujourd'hui, en fonction de l'usage des véhicules qu'ils en ont, toutes les solutions, plusieurs solutions peuvent leur être proposées et pas forcément les solutions les plus faciles. En tout cas, celles qui étaient les plus faciles jusqu'à présent, en tout cas considérées comme les plus faciles, qui étaient l'utilisation, on va dire, des carburants fossiles. Donc on a un peu un rôle, je vais dire précurseur, mais ça fait quand même plus de 20 ans, 25 ans qu'on parle d'électricité, qu'on parle de véhicules électriques. On s'aperçoit depuis quelques mois qu'il y a une explosion
à la fois des ventes et puis une mobilisation de l'ensemble des constructeurs et de l'ensemble des opérateurs sur le sujet, mais on a quand même mis plus de 20-25 ans pour arriver à cette situation-là, ce qui est quand même assez dramatique, hein, à mon sens. Donc, et on va rattraper tout ça, mais avec quand même énormément d'efforts pour arriver à convaincre l'ensemble des acteurs qui utilisent de la mobilité d'aller sur des modes de mobilité douce et durable, parce qu'un certain nombre de freins sont encore dans l'imagination, et pas que dans l'imagination quelquefois, des chefs d'entreprise. Utiliser un véhicule électrique aujourd'hui, pour un certain nombre de chefs d'entreprise, c'est une vraie question. Une vraie question liée à est-ce que l'usage, le kilométrage que fait mon collaborateur ou que je réalise me permet d'utiliser un véhicule électrique? Première question. Deuxièmement, suis-je équipé dans mon entreprise pour pouvoir alimenter les véhicules que je vais acquérir? Mon collaborateur qui est chez lui et qui le soir va devoir à un moment donné mettre en électrique, donc mettre le carburant électrique sur son véhicule, comment je gère ça? Comment je gère cette dépense que va avoir, même si elle est limitée, mais c'est quand même, ça reste une dépense. Donc voilà, tous ces facteurs-là sont des facteurs sur lesquels aujourd'hui il faut apporter de la connaissance. Et c'est là qu'on intervient effectivement en étant en proximité pour essayer de les éclairer sur les solutions possibles. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois on arrive à les convaincre, hein, loin s'en faut. Mais bon, voilà, c'est un sacerdoce quelque part, mais bon, ça fait partie de notre mission aussi aujourd'hui de sensibiliser sur on va dire, ces possibilités que l'on a, et elles sont nombreuses, de pouvoir passer sur du tout électrique ou voire sur de l'hybride rechargeable dans certains moments, parce que c'est le passage un peu intermédiaire avant d'aller sur l'électrique, même si dans un grand nombre de cas, ce n'est pas la solution idéale, loin s'en faut, et que l'électrique serait probablement la solution idéale à choisir. Donc voilà, donc encore une fois, la proximité est un élément extrêmement important parce qu'on s'aperçoit que le chef d'entreprise pour ce type de sujet, aujourd'hui, n'a pas le temps. N'a pas le temps et à la limite, ça ne lui apporte, il n'y a pas de valeur ajoutée, je dirais, à ce qu'un chef d'entreprise s'intéresse, non pas s'intéresse, mais passe du temps sur ce type de dossier, mais par contre, il a besoin d'avoir beaucoup d'informations. Il a besoin d'avoir beaucoup d'informations pour prendre une décision. Donc, effectivement, nous nous intéressons uniquement aux flottes d'entreprise. Les modes de financement, vous en avez parlé tout à l'heure, M. Morel, le crédit bail, la LOA, mais également la location longue durée. Nous, on est plutôt branchés sur de la location longue durée en règle générale. Un point quand même important aussi, c'est de sensibiliser les chefs d'entreprise, même si, encore une fois, ça ne reste que de la sensibilisation, les sensibiliser sur l'usage de leur véhicule au sein même de l'entreprise. On a parlé, M. Bardinal tout à l'heure parlait on va dire de l'environnement, et la première économie environnementale, elle est de limiter nos déplacements. Il n'y a pas de secret, hein, c'est limiter la consommation de carburant qui peut nous permettre d'avoir une planète plus propre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il existe quand même un certain nombre de moyens, d'applications qui se sont beaucoup développés ces dernières années, qui permettent notamment, avec de la géolocalisation, pour ne prendre qu'un seul exemple, de limiter les kilométrages. Les plans aussi de déplacement des collaborateurs. Aujourd'hui, avec ce qu'on a vécu pendant 1 an et demi, on peut se poser aussi la question de savoir si aujourd'hui un collaborateur qui fait 60, 70 000 km par an, 80 000 km par an, c'est judicieux, à plusieurs niveaux d'ailleurs, et ça fait un petit moment qu'on se pose quand même la question aussi, en termes RSE aussi, en termes de vie même du collaborateur qui parcourt ces kilomètres. Donc l'important, c'est de sensibiliser aussi ces chefs d'entreprise sur ces sujets-là, pour les amener à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, il faut avoir la possibilité de proposer une palette de solutions. Il n'y a pas une solution pour répondre aux besoins de l'entreprise. Il y en a plusieurs aujourd'hui, et puis on va accompagner au fil du temps et progressivement, effectivement, l'avancée des technologies en matière électrique et autres carburants, on va dire, moins impactants sur l'environnement,
vont nous permettre de passer progressivement sur une mobilité. C'est un gros travail, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les TPE, les PME, les associations, c'est le plus gros du marché. En matière automobile, on parle souvent des grosses entreprises. Effectivement, mais ces grosses entreprises, elles ont les moyens de mettre en place avec leurs équipes ces plans de mobilité. Encore une fois, ces professionnels, ils ont autre chose à faire. Bien souvent, ce sont des sujets qui sont des sujets marginaux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas sensibilisés, parce que ils sont sensibilisés déjà personnellement pour un grand nombre de ceux que je rencontre, mais également les contraintes qui sont en train d'arriver vont forcément obliger aussi à adopter un certain nombre de mesures sur lesquelles on aurait attendu longtemps. On a attendu trop longtemps sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, il faut être de plus en plus présent, encore une fois, en proximité, pour apporter cette parole et faire en sorte qu'on puisse avoir de plus en plus. Alors l'offre électrique en matière de véhicules, vous l'avez dit tout à l'heure, elle s'est amplifiée. En 1 an et demi, vous avez dû voir cette explosion. On parle souvent de Tesla, effectivement, parce que Tesla est quand même un précurseur et qu'il a probablement été un réacteur pour que tout le monde se bouge aussi sur ce sujet-là. Il n'est pas le seul, mais voilà. Donc, nous, l'avantage que nous avons à notre niveau, c'est que nous ne sommes mariés avec aucune marque et nous ne sommes mariés avec personne en termes de financement. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à un chef d'entreprise, on va essayer, en fonction de ce que l'on va comprendre, de son besoin, de lui proposer les solutions les plus pertinentes du moment. Et donc, par ce biais-là, il va avoir quand même beaucoup de solutions sur lesquelles il va pouvoir faire le choix. Et le point le plus important, c'est qu'on va le sensibiliser non seulement sur le côté économique, mais aussi sur le côté économique, mais y compris le volet fiscal. Parce que c'est quand même un élément aussi important. Les aides de l'État, on ne va pas répéter toutes ces aides, mais on sait qu'il y a un certain nombre d'aides au niveau de l'État. Il y a une fiscalité afférente aux véhicules. Cette fiscalité, ça a souvent été un oublié. En fin de compte, ces fameux coûts cachés dont on parle bien souvent, c'est souvent oublié par le chef d'entreprise. Il s'en rend compte une fois qu'il a acquis le véhicule ou qu'il a fait la location du véhicule. Quelques mois après, il se rend compte qu'il y a une taxe sur les véhicules de société. Il se rend compte qu'il y a une réintégration fiscale qui alourdit son dossier. Voilà, tous ces éléments-là sont des éléments sur lesquels on le sensibilise dès le départ pour que le choix qu'il va faire soit un choix éclairé. C'est ce que je peux dire sur le sujet sensible. Merci bien. Je ne sais pas si on a traité toutes les questions, mais moi, à vous écouter depuis 14 heures, j'ai l'impression que ce qui concerne les structures d'aide, les structures comme les collectivités locales, etc., il y a une réelle motivation sur les problèmes de mobilité durable que je sens moins sur le public, si j'en juge par le nombre que nous sommes dans la salle tout de suite. Et peut-être un des rôles d'Urbimob va être de populariser, de donner des outils. Là, on n'a pas les informations, on les a eues, mais plus rapidement, dans les comptes rendus, on a, pour ceux qui le souhaitent, une ligne de renseignements qui peut être très utile si je veux, comme chef d'entreprise. Mais je pense que les syndicats d'ouvriers aussi ont leur rôle à jouer dans ces questions. Tous les renseignements qui ont été donnés, qui seront disponibles en compte rendu, peuvent être très, très utiles. Avez-vous des questions sur nos 4 intervenants qui doivent être 2 présents et 2 qui sont toujours présents quand même? Oui. Toute l'entreprise avait travaillé, est-ce que vous avez, par l'expérience, établi un projet? C'est vraiment toute entreprise, l'organisation. Et dans le sens, est-ce que vous avez une certaine relation entre les besoins et le positionnement? Alors, on va dire que par rapport, Ulys est un opérateur qui est récent. Donc on a pratiquement, c'est un nouvel acteur sur le marché, arrivé depuis pratiquement 5 ans. Donc voilà, on a l'expérience de ces 5 années que l'on vient de vivre avec un réseau qui est un réseau national.
Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'en fonction de ce que l'on a fait parce que l'on a fait en termes de contrats sur l'ensemble des entreprises et des rencontres qu'on a pu faire, c'est toutes entreprises. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'entreprise, on va dire, qui ne puisse pas avoir tout ou partie de son parc aujourd'hui en électrique, en tout cas, à qui on ne peut pas proposer tout ou partie du parc dans de l'électrique ou d'hybride rechargeable ou non rechargeable. Donc, tout est à ce niveau-là. Alors maintenant, vous pouvez avoir des entreprises sur lesquelles les kilométrages des collaborateurs sont très importants et donc la flotte, elle est très centrée sur un nombre de collaborateurs limité qui, eux, sont amenés à faire de grands kilométrages, de gros kilométrages. Quand je dis gros kilométrage, c'est 50, 60 000 km par an. Donc ça, dans des entreprises de ce type-là, on approche le sujet de manière totalement différente. Je vais vous prendre un exemple. Vous parliez d'une société suédoise, je ne sais pas si elle est suédoise, j'ai cru comprendre, mais bon, une autre société suédoise qui est dans le meuble, probablement, je ne sais pas si c'est la même, la réflexion du chef d'entreprise qui est en ville à Paris, hein, le siège, la filiale est à Paris, c'est vraiment poser la question de savoir, par rapport à tout son staff, ses cadres de direction en proximité, quel usage ils faisaient du véhicule. Et ils sont partis à un moment donné avec l'idée de demander à leurs fournisseurs de leur proposer un véhicule pour faire leur kilométrage quotidien, c'est-à-dire pratiquement 30-40 km par jour en tout électrique, et de leur proposer à côté une solution pour pouvoir pendant 20 jours, 30 jours, 40 jours utiliser un autre véhicule pour des kilométrages ou des usages totalement différents. Ça aussi, ça fait partie de quelque chose sur lequel on va probablement dans les années qui viennent avoir des solutions beaucoup plus faciles qu'aujourd'hui et qu'hier a fortiori, où on peut imaginer qu'effectivement pour la grande majorité de nos déplacements, nous utilisions soit les moyens de transport en commun, soit des véhicules de petite dimension et encore une fois avec une mobilité complètement décarbonée, et puis qu'à certains moments, pour certains déplacements, parce que la course à l'échalote en ce qui concerne l'autonomie des véhicules, c'est pas forcément la solution non plus, sauf si technologiquement on arrive à faire des choses, on arrive à avancer d'une manière considérable très rapidement. Mais en tout cas, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est surtout la rapidité avec laquelle on va recharger un véhicule. Le temps que l'on va passer à recharger un véhicule, c'est pas l'autonomie. Et la course à l'autonomie, c'est un peu comme la course à la vitesse qu'on a connue. Hein. On est exactement dans le même phénomène. On n'a pas besoin d'avoir un véhicule qui a une autonomie de 800 km si tous les jours, 80% de votre temps, vous le passez à faire du domicile-travail et que 5 fois par an ou 6 fois par an ou 10 fois si j'exagère, vous utilisez votre véhicule pour faire des grandes distances. Donc, à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions, des solutions de location, voilà. Et donc certainement que le marché évoluera dans ce sens-là. En tout cas, il faut le souhaiter. Mais je reviens sur quelque chose que je disais tout à l'heure. Ce sont des solutions qui existaient déjà il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, je me souviens avoir eu des responsabilités dans un groupe et d'avoir traité justement la mobilité à cette époque-là. C'était des sujets dont quand on commençait à parler du sujet, on se faisait regarder par l'ensemble des participants comme on va dire des extraterrestres. Hein. Alors que les technologies existaient déjà, les applications, elles existaient déjà, elles se sont bien sûr perfectionnées avec le temps. Bon, il faut reconnaître qu'un certain nombre d'opérateurs n'ont pas eu intérêt effectivement à avoir cette démarche-là. Bon, voilà, et aujourd'hui, on marche à vitesse forcée. Par rapport à votre question, l'événement de la transition qui est en cours, on est en train de vivre cette transition, elle démarre. Hein, et on se reparlera dans 30 ans en disant tiens, ça a démarré en 2020. Cet environnement sociétal, environnemental, écologique, de transition énergétique. C'est important comme facteur, c'est l'ensemble des contraintes, parce que c'est comme ça malheureusement qu'elles s'appellent, qui s'imposent à l'ensemble des acteurs économiques d'une société. Ces contraintes-là feront de toute façon qu'elles aient un modèle ou par exemple et un autre,
s'imposeront à elles, soit parce que économiquement, il faut vite qu'elles changent, parce que c'est des transporteurs, parce que le coût de l'énergie est de plus en plus important et qu'elles n'ont pas le choix. C'est ce que font aujourd'hui les transports en transporteurs, massif, vraiment en investissant d'une manière massive. L'ADEME l'a dit tout à l'heure sur le gaz, parce que c'est une alternative qui leur permettra effectivement de continuer à travailler à des prix raisonnables. Mais c'est vrai sur tous les domaines de la transition. Donc toutes ces contraintes, quelle que soit l'entreprise, il va falloir qu'elle change son modèle et qu'elle prenne en compte cet environnement, y compris sociétal. Puisque demain, les consommateurs que nous sommes, peut-être qu'on regardera d'un peu plus près celui qui vient nous livrer le colis, s'il est en gros diesel qui pue ou en vélo électrique. C'est peut-être des choses dans lesquelles on est progressivement en train d'entrer et il ne faut pas le mésestimer parce que ce mouvement de fond arrive. Il est peut-être encore plus prégnant sur les plus jeunes, qui ont une sensibilité encore peut-être plus forte que les plus anciens, quoique. Je fais partie des plus anciens, mais j'ai une grande sensibilité sur ces sujets-là. Donc il y a vraiment quelque chose de fond. Et nous pensons au niveau du Crédit Agricole que toutes les entreprises qui ne prendraient pas cette transition sont les entreprises qui demain seront mortes. Donc il faut la prendre. Il faut la prendre le plus tôt possible, parce que c'est une transition qui ne se fait pas du jour au lendemain. On ne change pas sa flotte véhicule de 200 véhicules one shot en disant tiens, je vais prendre du gaz ou tiens, je vais prendre de l'électrique. Ça se fait progressivement. Prendre le tournant, il faut vraiment le prendre au bon moment. Il faut être accompagné sur ce sujet et sur cette réflexion à tout moment. Pour illustrer effectivement. À mon sens, il n'y a plus vraiment de typologie. C'est soit on y va, soit dans 10 ans on est mort. Enfin, 10 ans, la caricature un petit peu volontairement, mais là on ne pourra pas durer comme ça. Pour illustrer peut-être un petit peu les propos, c'était un chiffre que j'ai ressorti, mais je pense qu'on n'aurait pas parié beaucoup d'argent sur la réussite du dispositif Tremplin, notamment en vélo cargo sur Auvergne-Rhône-Alpes en quelques mois. Je pense que c'est vraiment un tournant. On sent qu'il y a beaucoup d'entreprises. Il y a même une association des boîtes à vélo qui s'est montée, qui fédère en fait toutes les entreprises qui utilisent le vélo comme moyen de déplacement. Donc, il commence à avoir un certain nombre d'adhérents, quelques centaines d'adhérents au niveau national. Donc, on voit que ça bouge au niveau national. Donc, on voit que ça bouge pas mal. Après, est-ce que ça sera assez rapide pour répondre aux objectifs, notamment aux objectifs climatiques? Ça, c'est une autre question, mais on voit que ça bouge. Et que notamment, en ce moment, ce qui nous aide bien, c'est quand même le prix de l'énergie. Là, qui va faire beaucoup réfléchir encore plus, qui va certainement accélérer les choses si le prix de l'énergie reste à ces niveaux-là. Merci bien. Merci bien à tous.